Alors, on va enchaîner tout de suite avec nos jeunes entrepreneurs. Vincent, tu peux monter directement sur l'estrade. Ensuite, on verra les deux autres entreprises. Donc, merci à ces jeunes entrepreneurs, start-upers en fait, d'être venus. Alors, on va essayer de montrer, ils vont nous raconter un petit peu leur parcours de créateurs, mais aussi, ce qui me semblait intéressant, c'était de montrer la vertu de l'hybridation entre des diplômés d'école d'ingénieurs et de management dans ce processus de création d'entreprise. Vincent, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis le fondateur et dirigeant d'une petite start-up techno de 10 personnes qui s'appelle Tempo. On est basé à Paris. Mais je suis aussi un jeune diplômé de l'ESSEC de promotion 2016. J'ai d'ailleurs ma cérémonie de diplôme de l'ESSEC qui est dans 15 jours. Donc voilà, donc je suis ravi d'être ici pour vous présenter Tempo. Alors quand on est entrepreneur, on apprend vite que le pitch, c'est primordial, qu'il faut savoir convaincre un auditoire en 30 secondes, qu'il faut savoir raconter un business et faire rêver, qu'il faut savoir convaincre qu'il y a un projet qui est énorme derrière en moins d'une minute. Mais on est rarement en fait confronté à ce type d'exercice où finalement on peut parler pendant 10 minutes plutôt d'un parcours et de raconter plutôt avec transparence ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai grandi en fait en Ardèche et à ce moment-là, le mot start-up pour moi c'était quelque chose de complètement déconnecté. C'est-à-dire que pour moi l'entreprise c'était l'entreprise de BTP du coin. J'ai fait ensuite une classe préparatoire à Lyon qui était assez compliquée pour moi. C'était une formation qui était un peu trop théorique et c'était une période un peu difficile où j'ai pas vraiment compris ce que je faisais. 2 années après, j'ai quand même atterri à l'ESSEC où là, je me suis un peu redécouvert dans la formation. J'ai eu la chance de faire un apprentissage en fait dès la 2e année dans un grand groupe de marketing qui en fait a créé un poste sur mesure pour moi qui était plus qu'un poste de stagiaire, qui me permettait de faire davantage de choses, où j'ai passé du coup plus de la moitié de mon temps à l'ESSEC et qui m'a aussi payé en fait ma formation, qui m'a ensuite permis de créer mon entreprise sans avoir de contraintes financières liées à un prêt étudiant au début. Suite à l'ESSEC, en fait, je finis en faisant un échange à Berkeley, en Californie, avec une entité qui s'appelle School Lab. Et c'est là où j'ai la chance en fait de rencontrer des élèves de l'école polytechnique qui étaient en dernière année. Tout comme moi, et qui, tout comme moi, était en fait à la recherche d'un projet entrepreneurial. C'est-à-dire que j'avais vite compris, après plusieurs années, à suivre un peu tout ce qui se passait, tous les projets entrepreneuriaux à l'ESSEC et à Paris, que c'était ce que je voulais faire et que c'était là où je pourrais finalement m'épanouir le plus. Et donc, 6 mois avant la fin de ma formation, je savais que je voulais essayer de créer ma start-up. Et j'ai eu la chance, en fait, aux États-Unis, bon, les Français, quand ils vont à l'étranger, ils se retrouvent toujours ensemble. Et donc, on s'est retrouvés sur le campus de Berkeley entre Français. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai rencontré ces étudiants. Et on s'est rendu compte qu'on avait la même ambition, la même vision, le même objectif de créer une entreprise technologique, de grossir, de créer des produits que les gens pourraient utiliser. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors, au début, c'était juste une petite idée. On voulait s'attaquer au marché de l'audio. Et on s'est posé la question... pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui pas possible, si j'ai une petite enceinte d'une marque, de la connecter avec une deuxième enceinte d'une autre marque. C'est-à-dire que j'ai une marque Bose, une marque JBL. Aujourd'hui, on est incapable de faire un système son stéréo avec ces 2 enceintes qui seraient des enceintes Bluetooth en l'occurrence. Et c'était notre constat, et on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un produit à créer autour de ça ? Et finalement, on a commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément d'idée technologique de comment est-ce qu'on pouvait créer cette expérience, mais on était convaincus qu'il y avait une population qui pourrait être intéressée par cette expérience-là. J'avais encore des cours à l'ESSEC à ce moment-là, donc c'est début 2016. Et ce qui est curieux, c'est que je pense que j'ai jamais été aussi efficace à l'ESSEC qu'à ce moment-là, où en fait j'avais un projet entrepreneurial à côté. C'est-à-dire que j'allais au moins d'heures possible, juste pour pas être exclu du cours. Mais en même temps, j'étais tellement concentré pendant le cours parce que je voulais profiter de cette période sur place pour pouvoir valider, que je crois que c'est la période où j'ai eu mes meilleures notes à l'ESSEC à ce moment-là. Finalement, 6 mois après, notre ambition elle a grandi et on a développé une technologie qui aujourd'hui est unique sur le marché au niveau mondial, qui permet en fait de streamer de la musique depuis un téléphone vers plusieurs devices Bluetooth, donc plusieurs casques ou plusieurs enceintes de marques différentes.
on est capable, en mettant un logiciel sur le téléphone, de streamer de la musique vers tous ces devices-là et leur faire jouer de la musique de manière synchronisée. Et notre business, c'est en fait d'aller voir des marques mondiales de smartphones, comme Apple, comme Samsung, et de leur proposer en fait, de payer une licence de notre technologie pour qu'ils l'intègrent sur leur téléphone. Alors au début, quand j'ai parlé un peu de cet objectif business, on est un peu passé pour des fous à dire qu'on était 3 et qu'on voulait aller vendre notre technologie à Samsung qui allait nous payer 50 centimes par téléphone qu'ils vendaient. Finalement, je suis retourné à San Francisco et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui travaillaient dans ces grands groupes. Ensuite, je suis parti directement en Asie pendant 3 semaines, en Chine et à Séoul, avec l'objectif de rencontrer ces gros fabricants de téléphones asiatiques. Aujourd'hui, on a signé notre premier partenariat avec Motorola, qui est donc une des plus grosses marques de smartphones. On va être intégré sur plusieurs millions de téléphones dès cette année. On a remporté une dizaine de prix internationaux sur le meilleur produit électronique. On est en discussion avec plusieurs marques de télé, plusieurs marques de téléphone pour intégrer notre technologie dans ces devices-là. Et des marques, des boîtes qui sont au Japon, qui sont en Corée, à Taïwan, à San Francisco. Tout ça, on est conscient que ça a été possible au début parce qu'on avait une situation qui était un peu privilégiée. 2 étudiants de l'IX, ils avaient tous les deux un revenu en fait quand on a commencé à créer l'entreprise les 6 premiers mois. Moi qui avais eu la chance de faire un apprentissage et de ne pas avoir de dette. Donc on a eu la chance de pouvoir pendant 6 mois en fait bosser sur notre projet quasiment full time sans avoir besoin de chercher du financement extérieur. Ensuite, on est parvenu à trouver du financement avec des entrepreneurs français qui avaient déjà réussi et qui nous ont financés pour qu'on puisse faire ce premier produit et aller chercher le premier contrat. Aujourd'hui, on est donc une équipe de 10 personnes. Je suis toujours en fait le seul profil non technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 9 ingénieurs et développeurs. Au début, quand on a constitué l'équipe, ce qui nous a un peu enthousiasmé, c'était l'extrême complémentarité qu'on avait en fait entre ingénieurs et moi sur un profil plutôt de business développeur, et surtout le fait qu'on voulait s'accorder en fait une confiance presque totale sur nos responsabilités respectives. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais voulu m'immiscer dans la stratégie technologique que Thomas et Julien pouvaient mettre en place. Eux me font une confiance presque aveugle sur le business, sur la manière de gérer les négociations avec le plus gros groupe électronique chinois et sur la stratégie à adopter. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place dès le premier jour, ce qui fait qu'on a pu en fait avancer presque de manière indépendante, assez vite et en parallèle, sans se poser énormément de questions. Moi sur la partie business et eux sur la partie techno. Aujourd'hui, on a nos employés, il y en a quelques-uns qui viennent, ils ont tous des parcours un peu originaux. Quelques-uns viennent de l'école 42. On a un ancien boulanger qui a été boulanger pendant 8 ans, qui s'est reconverti, qui fait aujourd'hui du dev. On a un ancien ingénieur de Thales qui a quitté Thales pour rejoindre une start-up. On a un docteur en philosophie qui nous a rejoint, qui pareil fait du code. Et c'est en fait aujourd'hui une vraie diversité de l'équipe qui fait aussi notre force et qui nous permet de développer une crédibilité technologique, y compris internationale. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ouais. On parle beaucoup de l'esprit startup comme d'un sujet à la mode, que toutes les grosses boîtes ou que toutes les structures devraient essayer d'adopter pour attirer de nouveaux employés, que c'est un peu la nouvelle façon de travailler. Je ne sais pas trop ce que c'est l'esprit startup. En tout cas, c'est pas mettre des posters dans les bureaux et c'est pas non plus jouer au baby-foot. Mais à ma propre échelle, avec mon réseau d'entrepreneurs, d'amis aujourd'hui, je me rends compte qu'on partage quand même quelques points qui sont communs et sur lesquels on se rejoint. Le premier, c'est qu'on a tous une volonté continue de maximiser notre apprentissage. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est tellement compliquée que nos métiers en tant que fondateur de start-up évoluent tous les 3 mois. C'est-à-dire que mon métier, il y a 1 an, c'était de réussir à lever 1 million d'euros avec des business angels. Mon métier, il y a 6 mois, c'était d'aller faire des sales et d'aller toquer aux portes de tous les gros fabricants.
Mon métier, il y a 3 mois, c'était de recruter une équipe technique qui était capable de dérouler un produit sur plusieurs millions de téléphones. Mon métier aujourd'hui, c'est de parler avec de nouveaux pour du financement et de réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait grossir l'équipe de 10 personnes à 30 personnes en 1 an. Ce qui fait que j'ai aujourd'hui besoin de continuellement apprendre et d'être en perpétuelle quête justement de progrès. Et ça, c'est quelque chose qui est commun. C'est-à-dire que continuellement, on doit être capable de diriger l'entreprise à l'instant T et de préparer la direction à l'instant T plus 1. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la start-up, ce qui fait que tous les entrepreneurs, ils ont une recherche continue d'apprentissage. Et comme le temps est assez limité, ça passe aussi par une exigence absolue sur le contenu. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour perdre notre temps. Si un contenu n'est pas bon, on va passer au suivant. On va essayer d'optimiser l'apprentissage. Ça passe par des podcasts qui sont très précis, ça passe par des bouquins qui sont là, qui synthétisent directement tout ce qu'on a besoin de savoir. Ça passe par des rendez-vous qui durent 15 minutes parfois avec d'autres entrepreneurs qui permettent d'échanger et d'apprendre. Tout ça, ça fait vraiment partie c'est vraiment un point commun qu'on partage pour la plupart. Le deuxième point, c'est le jeu collectif. C'est-à-dire qu'il y a une conscience au sein de l'écosystème entrepreneurial qu'il faut qu'on s'entraide mutuellement pour y arriver. D'abord parce que, de manière de base, le financement, c'est une logique quand même de base, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une start-up qui réussisse, qui se fasse racheter pour qu'il y ait de l'argent à réinjecter dans l'industrie et dans d'autres start-up. Mais aussi parce qu'il y a vraiment une logique d'aide. Alors, aux États-Unis, ils appellent ça « pay forward ». C'est-à-dire que je ne suis pas aujourd'hui en mesure d'aider d'autres entrepreneurs parce que je n'ai pas encore assez d'expérience. Donc je vais me faire aider par un entrepreneur qui est plus expérimenté que moi. Je ne vais pas l'aider lui en retour. Par contre, ce que je promets, c'est que dans 5 ans, quand moi j'aurai l'expérience, je vais pouvoir aider des entrepreneurs plus jeunes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez ancré dans l'écosystème entrepreneurial français et qui fait qu'aujourd'hui, on peut bénéficier, je peux aujourd'hui envoyer un mail à quasiment n'importe quel entrepreneur français et il sera OK pour accepter de faire un coup de téléphone de 20 minutes avec moi et de répondre à mes questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable aujourd'hui. Et le troisième point qui est commun et qu'on partage tous, c'est une ambition démesurée. C'est démesurée et complètement assumée. C'est-à-dire que pour moi, la définition d'une start-up, c'est pas une boîte techno. C'est une boîte qui a l'ambition de devenir leader sur son marché, ou l'un des leaders sur son marché. C'est-à-dire qu'une boîte qui fait de la techno, mais qui n'a pas forcément l'ambition de devenir leader, et qui veut juste faire de la sous-traitance techno, c'est pas une start-up, même s'ils sont que 5. Une boîte qui est en fait une boulangerie, mais qui veut créer une chaîne de boulangerie et devenir la première chaîne de boulangerie européenne, là, pour moi, c'est une start-up. Et cette ambition, elle est complètement assumée par la plupart. Et en fait, elle est permise grâce à justement ce jeu collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je pense possible de signer un deal avec Lenovo, qui est le plus gros fabricant chinois, donc ce qu'on a fait avec Motorola, c'est parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui l'ont déjà fait avant et qui en fait ont repoussé un peu les limites de ce qui était possible ou pas possible. Si aujourd'hui ça paraît facile ou en tout cas faisable pour l'entrepreneur de lever 10 millions quand on a 25 ans, c'est parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Si ça paraît faisable de transformer un marché en 3 ans alors qu'on pensait qu'il allait être complètement bloqué, ça paraît faisable parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant et qui sont même prêts à aider. Donc en fait, il y a vraiment ce côté network et réseau et écosystème qui permet en fait à chaque entrepreneur de construire une vision qui soit ambitieuse. Et ça, c'est vraiment des points qui sont importants et qui permettent à chacun de penser sur le long terme. Alors évidemment, on ne partage pas tous ça. Ce n'est pas une vision universelle que je prétends avoir. Juste aujourd'hui, c'est ce que moi je partage avec plusieurs de mes amis. Et c'est en fait précisément le regret que j'ai. C'est-à-dire que je regrette de ne pas avoir eu cette mentalité au cours de ma scolarité quand j'étais à l'ESSEC. Je ne sais pas si c'est de la maturité ou pas, mais je ne sais pas si l'âge a vraiment un impact. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'enjeu principal d'une grande école, ce soit la richesse de son contenu académique ou la pertinence des profs ou peu importe. Je pense qu'il y a
une question de culture et de mentalité des élèves qui doit être travaillée et qui ne vient pas que des élèves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces points que j'évoque, grâce auxquels moi je m'épanouis dans mon travail entrepreneur, c'est des points qu'en fait on pourrait facilement retrouver au sein de ma scolarité à l'ESSEC. Le regard complètement sur le long terme, une vision qui soit ambitieuse, une autonomie qui est forte dans l'apprentissage, une exigence qui est absolue sur la qualité, des échanges en peer-to-peer et de l'apprentissage grâce aux autres. Tous ces points, c'est des points qui en fait que je n'ai pas su exploiter quand j'étais étudiant, alors qu'ils étaient en fait à disposition, alors que j'avais une richesse de mes camarades à l'ESSEC qui sont brillants et qui auraient pu m'apprendre des choses. Mais en fait, on n'avait pas cette logique-là et cette culture-là. Et voilà, je ne peux pas m'empêcher de penser que ces points, ça ne devrait pas forcément être restreint aux entrepreneurs et partagé plus largement. Et je pense que les grandes écoles seraient un bon terreau pour ça. Voilà. Merci beaucoup Vincent pour ce discours extrêmement inspirant. Alors on a un vrai problème de timing, mais je pense que là on vit un moment très riche. On a deux autres entreprises qui vont nous présenter aussi leur parcours. Il va falloir, oui, mais je vous demande s'il vous plaît de rester un petit peu plus. Et puis moi je voudrais à la fin aussi vous faire une synthèse de ces journées. Je vous promets d'être brève. Merci beaucoup Vincent. Je propose qu'on prenne quand même quelques questions. Et puis, je demande aux deux autres entrepreneurs de se préparer et le prochain de venir déjà sur l'estrade pendant que Vincent répond aux questions. Donc, le prochain, c'est Hugo. Il est où? Voilà. Est-ce que vous pouvez venir sur l'estrade? Est-ce que vous avez des questions pour Vincent? Dans l'échange avec les autres, avec vos camarades, est-ce que c'était pas disponible à ce moment-là? Est-ce que c'est une question d'organisation dans les cursus pédagogiques? Et qu'est-ce qui a fait que vous l'avez découvert là, maintenant, dans votre parcours professionnel et que vous l'avez activé? Alors je pense que c'est pas une question d'organisation, c'est plutôt une question de mentalité personnelle et en fait de culture qui peut exister au sein d'un groupe d'étudiants à l'ESSEC. On n'a pas cette culture-là et pas cette mentalité-là. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, je suis sorti du bain de culture étudiant pour être plongé au sein de la culture entrepreneuriale, où là, c'est clé. Et en fait, c'est justement au contact de ces personnes-là que petit à petit, je me suis formé, j'ai appris. En fait, c'est pas du tout inné, la mentalité entrepreneuriale. Ça s'apprend au contact d'autres entrepreneurs, ça se développe. Mais c'est vraiment pour moi la culture qui a fait la différence. Donc je pense que c'était disponible en fait. Si j'avais eu cette culture-là à ce moment-là, j'aurais pu profiter de l'ESSEC davantage. Mais c'est pas un souci d'organisation, c'est plutôt un souci de mentalité personnelle. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation de Hugo Roy, le cofondateur de Newsy. Merci encore Vincent. Vous m'entendez? C'est bon. Alors en fait, j'ai pas vraiment préparé de discours pour tout vous dire, mais ce que je peux faire, c'est vous parler un peu de mon expérience à moi, parce que je pense que c'est l'objet ici. Alors effectivement, je m'appelle Hugo Roy, je suis diplômé à la fois et d'abord de Rennes School of Business et aussi de l'INSA de Rennes, puisque j'ai eu l'opportunité de participer à un parcours double diplômant ici à Rennes. Et désormais, je suis cofondateur et responsable du développement d'une jeune entreprise et start-up qui s'appelle Newsy, et dont l'objet est de fournir un service clé en main de gobelets réutilisables adapté à la pause café en entreprise, donc dont l'objectif est de supprimer l'usage de gobelets jetables
au profit de gobelets réutilisables et en réponse également à l'interdiction d'usage de vaisselle plastique à usage unique dès le 1er janvier 2020. Alors moi, je viens de la région centre, d'Orléans précisément, en lisière de Sologne. Donc c'est vrai que j'ai été assez vite sensibilisé à ce que pouvait nous offrir la nature qui nous entoure. Et donc c'est assez logique que je finisse dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale. En tout cas, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles aussi à Blois, dans le Loir-et-Cher. Contrairement à Vincent, moi c'est quelque chose que j'ai bien aimé, pas sur le coup, mais plutôt a posteriori, parce que ça m'a apporté des méthodes de travail efficaces, mais aussi une culture générale assez développée, qui m'a permis de m'épanouir assez rapidement dans mon parcours d'entrepreneur. Ensuite, j'ai rejoint Rennes School of Business, ça devait être en 2011. Et je rejoins Vincent sur à la fois la notion d'écosystème et de ce qu'il a à nous offrir. J'avais plein d'opportunités à ma disposition, mais effectivement, j'avais pas forcément cette culture d'aller capter ces opportunités, même si j'en ai quand même exploité beaucoup. Mais en tout cas, l'école, moi, m'a permis de me découvrir entrepreneur. C'était pas forcément mon ambition quand je suis arrivé. Il y a eu un certain nombre de parcours, concours de circonstances, qu'on expérimenté ou non, qui ont été mis en place quand moi j'ai fait ma formation ici. Notamment un parcours qui s'appelle InnoCapt, et qui existe toujours, je pense, et dont j'ai fait partie de la version bêta, et qui m'a permis en fait d'être mandaté par une entreprise locale pour aller faire de la veille technologique et concurrentielle au moment de mon échange universitaire. Et donc, au cours de cette mission-là, j'ai eu la chance de parcourir une quinzaine de pays entre ici en Bretagne, l'océan Atlantique, et jusqu'en mer de Chine, en passant par les pays scandinaves et la Russie. Donc c'était une belle opportunité qui m'a permis de m'ouvrir au monde, et je pense que c'est un point fort de l'école ici. Ensuite, le second point, la seconde opportunité que j'ai su saisir, c'est le Master of Science Innovation and Entrepreneurship, donc qui lie à la fois l'INSA de Rennes et Rennes School of Business dans un parcours commun sur la thématique de l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que la grosse valeur ajoutée de ce parcours-là, au-delà de la méthode et de la sensibilité, à la créativité, à la création, au travail collaboratif, c'est surtout de bien comprendre qu'en fin de compte, les ingénieurs et les commerciaux, si on peut dire comme ça, ont une culture, une façon de réfléchir qui n'est pas la même. Et le fait d'être en relation et de travailler en commun avec ces profils différents, ça apprend à mieux comprendre les uns et les autres, et donc finalement après à mieux travailler ensemble et pour fournir un travail de meilleure qualité. Voilà, c'est à peu près tout. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on a créé l'entreprise. On a commencé à 4, donc avec des profils qu'on a rencontrés pendant ce Master of Science, et des profils complémentaires, avec des compétences complémentaires. Et aujourd'hui, on est passé de 4 à 7, et on vient de clôturer notre premier bilan. Voilà, et évidemment, on partage une ambition d'aller beaucoup plus loin, ça tombe sous le sens. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions par rapport à mon parcours, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Alors,
très rapidement quelques questions. Merci beaucoup. C'est très en résonance aussi avec la première. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des... Xavier aussi. Non, finalement. Vos clients actuels? Nos clients, ce sont majoritairement des entreprises privées. Mais il peut y avoir des collectivités et, comme vous le savez, des campus, puisque Rennes School of Business fait partie de nos clients. Pour citer, dans les entreprises privées, nos clients, c'est plutôt des grands comptes. On travaille notamment avec Orange, avec le Crédit Agricole, Suez. Voilà, ça répond à la question. Donc, moi, ma question s'est adressée à vous et à l'orateur précédent, dont j'ai particulièrement apprécié la performance, la sienne et la vôtre. Vous avez défini l'esprit start-up, et il y a d'autres personnes qui le définissent et le vivent autrement. Je voudrais avoir votre sentiment à tous les deux sur la question. C'est-à-dire, je trouve une idée très innovante, mais vraiment très très innovante. Je commence à développer, j'investis peu, et mon seul espoir, c'est qu'on me rachète 50 fois ou 100 fois ce que j'ai investi dans les 6 mois. J'en connais. Est-ce que pour vous, qui souhaitez aller jusqu'au bout justement de vos entreprises, est-ce que ça vous paraît convenable de pratiquer de la sorte, et est-ce que c'est une autre forme de start-upper? Je ne condamne pas, je pose la question. Alors, je suis peut-être une exception sur le sujet, mais clairement, moi, j'en vois beaucoup. On parle de levée de fonds de 200 000, 300 000, 500 000. Très franchement, je ne vois pas pourquoi on parle de ça. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Et moi, je rencontre aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, quand je leur dis, bon alors, quel est le plan sur les 2-3 ans à venir, qui me disent, bon voilà, je vais faire ça, 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 et ensuite je vais lever des fonds. Et c'est la finalité. Et ça, c'est problématique, parce que la finalité, c'est pas d'aller lever des fonds quoique vendre l'entreprise, ça peut être une ambition, hein, c'est pas un problème. Mais le fait que lever des fonds soit la finalité de l'entreprise, ça, c'est quand même assez problématique, parce que ça veut dire qu'on n'apporte pas de valeur aux personnes, ou en tout cas, on ne prévoit pas d'apporter de valeur aux personnes qui vont investir dans l'entreprise. Donc ça, c'est mon avis personnel. Juste pour compléter, souvent, lever des fonds, c'est souvent une étape indispensable si vraiment on a une ambition globale. Bon, c'est pas le sujet. Mais souvent, si on discute avec ce type d'entrepreneurs-là qui pensent à faire des exits rapides, souvent, ils ont une ambition personnelle qui est derrière de recréer une boîte. C'est-à-dire qu'il peut exister, dans un premier temps, on se dit, on commence par une petite boîte, on construit notre crédibilité, on la vend 10-15 millions, on se met à l'abri financièrement, on se crée un réseau à la fois à l'international et en France, et on se crée une crédibilité pour pouvoir recruter des équipes demain, ce qui permettra ensuite de vouloir créer une grosse boîte sans avoir de tentation. C'est arrivé de très nombreuses fois qu'il y avait des boîtes qui étaient des pépites, qui pouvaient devenir des boîtes avec des milliers d'employés, qui ont fini par se revendre pas assez, c'est-à-dire quand même au-dessus de 100 millions d'euros, parce que finalement les entrepreneurs, c'est incroyable quand même d'avoir une opportunité d'exit à 100 millions d'euros. Alors que si ce même entrepreneur-là avait déjà fait une première start-up avant, qu'il avait revendu 15 millions d'euros, il n'a plus la question financière. Il a juste la question du challenge et la question de son ambition. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent en fait, entre guillemets, doucement, mais avec l'ambition d'accélérer graduellement parce qu'on considère notre carrière dans l'entrepreneuriat, non pas sur les 3, 5, 10 prochaines années, mais sur les 30 prochaines années. Très bien. Je propose de passer. Merci beaucoup. Je salue la présence du président de Rennes School of Business, qui est là d'ailleurs. Vous avez fait. Et puis, je vous propose donc d'écouter le troisième start-upper, donc Nicolas Malœuvre. Ouais, donc je m'appelle Nicolas Malœuvre et contrairement aux deux autres, moi j'ai une formation technique. Donc j'étais diplômé en informatique à l'INSA de Rennes et c'est à la fin de ces 5 années et une fois diplômé que j'ai fait le parcours conjoint aux deux écoles, Rennes School of Business et INSA Rennes, entrepreneuriat et innovation, donc 1 an avant Hugo. Donc comme on a pu voir, il y a beaucoup de discussions sur la définition d'une start-up ou de commencer à entreprendre. Donc je suis conscient qu'un parcours qui enseigne l'entrepreneuriat, c'est difficile à mettre en place. Donc moi j'ai surtout vu ce parcours comme
un espace d'1 an et demi avec lequel rencontrer des profils différents, travailler ensemble et monter des projets. Donc à la suite de ce parcours, j'ai rencontré Jean-Baptiste, qui est aujourd'hui mon cofondateur. Donc on a créé Steeple. Steeple, c'est une solution de communication interne pour les collaborateurs d'une même entreprise. Donc nous, on a remarqué qu'il y avait beaucoup à faire dans le domaine de la communication en interne. Donc aujourd'hui, ce qui existe, c'est soit les intranets d'un côté et de l'autre, les tableaux d'affichage en liège. Et donc il y avait du bon dans les deux solutions. Mais ce qu'on pouvait faire ensuite, c'est un peu associer les deux. Et du coup, nous, on a créé donc Steeple, on met des grands écrans tactiles dans les salles de pause et on y retrouve l'information de la société. On y retrouve des discussions sur l'actualité, sur comment on peut se faire des sondages. Donc c'est une solution qui est disponible sur les écrans et également sur Internet et sur mobile. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de clients, dont Orange, Technicolor, Bouygues. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on commence souvent par des tests et ensuite, quand ça fonctionne bien, on duplique. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc ensuite, donc nous, on est profitable depuis le premier jour et sans levée de fonds. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est surtout d'aller petit à petit, de monter étape par étape et avec nos revenus ensuite embaucher, acheter plus d'écrans. Donc voilà. Donc peut-être lever des fonds par la suite. Mais voilà, c'est une méthode parce qu'en fait, on a beaucoup discuté avec des entrepreneurs, mais très locaux et pas forcément innovants. Donc c'est surtout eux qui nous ont conseillé. Enfin, et du coup, on a appris un peu comme ils faisaient. Et c'est pour ça qu'on est un peu loin des levées de fonds à plusieurs millions, etc. Mais bon, ça fonctionne quand même. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Oui, utile. Merci. Ouais.